20 des experts financiers les plus prestigieux de Lyon venaient de passer 3 nuits blanches à tenter d'identifier le traître qui faisait disparaître des millions de l'Empire de la Croix. 20 esprits brillants, diplômés des meilleures universités, équipés des logiciels les plus sophistiqués que l'argent pouvait acheter, et pourtant pas un seul n'avait réussi à retracer l'endroit où l'argent s'évaporait. La salle de conférence du dernier étage du groupe de la Croix s'était transformée en véritable champ de bataille, papier froissé, tasses de café froid, égos brisés. C'est alors qu'une femme de ménage de 27 ans entra pour laver le sol. Camille Moreau n'était personne. Orpheline, engloutie sous les dettes, travaillant 3 emplois pour maintenir en vie sa sœur mourante, vivant dans un appartement infesté de rats dans les quartiers populaires de Vaux-en-Velin. Elle avait abandonné ses études lorsque la vie avait écrasé ses rêves sans ménagement. Elle était invisible. Le genre de personne que les hommes puissants traversent du regard sans jamais la voir. Mais lorsque ses yeux se posèrent sur les chiffres encore lumineux sur l'écran géant, quelque chose s'enclencha. En exactement 60 secondes, tout en essuyant une table d'une main, elle griffonna 3 lignes sur un post-it qui révélait l'ensemble du circuit de l'argent. Elle ignorait totalement que, dissimulé dans l'ombre derrière elle, observant chacun de ses gestes avec des yeux gris glacés, se tenait Laurent Delacroix lui-même, le roi, le chef criminel le plus impitoyable et le plus craint de la ville, un homme qui avait ôté plus de vie qu'elle n'en avait jamais croisé. Un homme dont le visage pouvait plonger une pièce entière dans un silence terrorisé. Avant de poursuivre cette histoire, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez ce soir. Si ce récit vous touche, appuyez sur j'aime et partagez-le avec quelqu'un qui apprécie les belles histoires. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun récit à venir. Découvrons maintenant ce qui se produit lorsque l'homme le plus puissant de Lyon devient obsédé par la femme que tous les autres ont ignorée. Laurent sortit de l'ombre, ses chaussures en cuir coûteuses frappant doucement le parquet. « Qui vous a donné la permission de toucher à ça ?» Sa voix était froide comme l'acier, sans interrogation, un ordre exigeant une réponse. Camille sursauta et se retourna brusquement, le seau d'auquel tenait se renversa et se fracassa sur le sol. L'eau éclaboussa ses chaussures hors de prix. Elle resta figée, le cœur battant à tout rompre, en plongeant son regard dans les yeux gris les plus froids qu'elle ait jamais vus. « Mon Dieu, je suis vraiment désolé. Je faisais juste le ménage, je pensais que la salle était vide. » Camille parla vite, attrapant la serpillière pour essuyer ses chaussures. Mais Laurent s'écarta, sans quitter des yeux le bout de papier posé sur le bureau. « Qu'avez-vous écrit là-dessus » demanda-t-il, toujours sans émotion. Camille déglutit, consciente d'avoir commis une grave erreur en touchant à quelque chose qui ne lui appartenait pas, sur le territoire d'un homme comme lui. « Oh ça » dit-elle en forçant un sourire maladroit. « J'ai juste trouvé que les chiffres semblaient étranges, alors j'ai griffonné 2 ou 3 bêtises. Vous savez, mauvaise habitude quand on nettoie, quand je vois quelque chose de sale, j'ai envie de le nettoyer. Même des chiffres sales. » Laurent fronça les sourcils. C'était la première fois que quelqu'un osait plaisanter devant lui alors qu'il était d'une humeur capable de tuer. « Vous trouvez ça drôle ?» Il s'approcha, son ombre engloutissant la silhouette frêle de Camille. « Non. » Elle inspira profondément. « Si vous voulez vraiment savoir, je pense que quelqu'un vous vole. Et si vous regardez le compte qui se termine par 3829, vous verrez où va l'argent. » Laurent demeura immobile, telle une statue de pierre. En 20 ans à la tête de cet empire, personne n'avait jamais osé le regarder droit dans les yeux et lui dire une chose pareille, encore moins une femme de ménage tenant une serpillière. Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Julien, monte ici tout de suite. » Moins de 2 minutes plus tard, un homme grand au visage marqué d'une cicatrice entra. Julien Martel, le bras droit de Laurent, l'homme avec lequel tout Lyon savait qu'il ne fallait pas se frotter. « Vérifie le compte qui se termine par 3829, ordonna Laurent sans autre explication. Julien lança un regard curieux à Camille avant de s'asseoir devant l'ordinateur, ses doigts filant sur le clavier. La pièce s'enfonça dans un silence tendu, seulement troublé par le cliquetis des touches et le battement du cœur de Camille, si fort qu'il semblait prêt à jaillir de sa poitrine. Elle resta immobile, se demandant si cette nuit serait la dernière de sa vie. Puis Julien leva les yeux et, pour la première fois, un choc traversa son visage endurci. « Elle a raison, dit-il d'une voix rauque. L'argent est redirigé vers un compte au Luxembourg, dissimulé derrière 17 couches de sociétés écrans. Le bénéficiaire est Bernard Lefebvre. » Laurent ne dit rien, mais l'air de la pièce se glaça soudain au point que Camille crut voir sa propre respiration.
Bernard Lefebvre, le directeur comptable qui travaillait pour la famille Delacroix depuis 15 ans. L'homme que Laurent avait toujours considéré comme un frère. « Occupe-toi de lui », dit Laurent. 3 mots seulement. Mais Camille comprit que « s'en occuper » ne signifiait pas le renvoyer. Julien hocha la tête et quitta la pièce, laissant Camille seule avec le monstre que toute la ville craignait. Laurent se tourna vers elle. Ses yeux gris exprimaient quelque chose de nouveau, ni colère, ni menace, mais une curiosité pure. « Vous venez de me faire économiser 2 millions d'euros, dit-il lentement. Qui êtes-vous ? Camille baissa les yeux vers son uniforme froissé, puis les releva vers l'homme le plus puissant de Lyon. Je nettoie les sols, monsieur, répondit-elle d'une voix calme, même si tout en elle tremblait. Je ne vous ai pas demandé ce que vous faisiez. Je vous ai demandé qui vous êtes. Personne ne lui avait jamais posé cette question ainsi, comme si elle comptait réellement. Elle inspira profondément et décida de dire la vérité, n'ayant plus rien à perdre. Je m'appelle Camille Moreau. J'ai 27 ans. J'ai perdu mon père à 12 ans, abattu lors d'un braquage dans l'épicerie familiale. Ma mère est morte d'un cancer 7 ans plus tard, me laissant crouler sous les dettes hospitalières et responsable d'une sœur de 17 ans qui a besoin d'une opération cardiaque urgente. Je travaille 3 emplois, ici la nuit, dans un café le jour, et je fais des ménages le week-end. Je vis dans un appartement à Vaux-en-Velin, si sale que même les rats le mépriseraient. Et je dois de l'argent à un usurier que je ne pourrai probablement jamais rembourser. Elle esquissa un sourire amer. Ah, et j'ai étudié la finance 2 ans à l'université avant que la vie ne me gifle pour me réveiller. Autre chose ? Vous voulez connaître mon groupe sanguin aussi ? Laurent resta silencieux tout au long de sa confession. Pourtant, quelque chose sembla s'adoucir imperceptiblement dans son regard. Où avez-vous appris à lire les chiffres comme ça ? Demanda-t-il. À l'université, avant d'abandonner et dans la vie, après, répondit-elle en haussant les épaules. Quand on est pauvre, on apprend à voir où va l'argent, parce que chaque centime est fait de sang et de larmes. Je reconnais les chiffres malhonnêtes parce qu'on m'a trop souvent menti. Laurent hocha lentement la tête, comme s'il prenait une décision importante. Demain matin à 10 h, vous viendrez dans mon bureau au groupe Delacroix. C'est un ordre, pas une invitation. Camille le fixa. Pourquoi ? Pour nettoyer encore ? Ou pour résoudre d'autres problèmes que vos experts n'ont pas su régler ? À moi de décider, répondit-il, toujours froid, mais moins tranchant. Camille ramassa le seau à moitié vide, passa la serpillière sur son épaule et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna. D'accord, je viendrai. Mais vous me devez une nouvelle paire de chaussures, j'ai mouillé les vôtres, et elles doivent coûter plus qu'1 an de mon loyer. Elle lui adressa un clin d'œil et disparut, laissant Laurent seul dans la salle jonchée de papier et de tasses de café froid. Il la regarda s'éloigner, et alors l'impensable se produisit. Le coin de la bouche de Laurent Delacroix se souleva. Lentement, presque imperceptiblement, un sourire naquit sur le visage d'un homme que Lyon n'avait jamais vu sourire. Il resta immobile encore plusieurs minutes, les yeux baissés sur ses chaussures mouillées, et pour la première fois depuis de nombreuses années, il sentit quelque chose d'inconnu remuer dans sa poitrine figée. Camille Moreau poussa la porte de l'appartement. Le grincement résonna dans la nuit tardive comme le râle d'une créature mourante. Elle entra dans l'obscurité familière sans allumer la lumière, sachant que l'éclairage ne ferait qu'exposer plus crûment la misère du lieu qu'elle appelait chez elle. L'appartement n'était qu'une minuscule pièce unique au 5e étage d'un immeuble délabré de Vaux-en-Velin, où la cage d'escalier empestait l'urine, où les murs étaient maculés de moisissures, et où le bruit des rats courant dans les cloisons était devenu une berceuse nocturne. Camille traversa le plancher de bois pourri sur la pointe des pieds afin de ne pas réveiller sa sœur. Elle s'arrêta pourtant près du lit étroit placé dans un coin de la pièce. Élise y était allongée, son visage de 17 ans encore jeune mais déjà marqué par la fatigue de la maladie, ses lèvres légèrement bleutées sous la lumière de la lune filtrant par la fenêtre fissurée. Camille écouta sa respiration, lourde et difficile. Chaque inspiration ressemblait à l'ascension d'une montagne. Chaque expiration à une supplique pour se reposer. Son cœur se serra, comme chaque nuit, en voyant sa sœur lutter contre cette malformation cardiaque congénitale que les médecins disaient fatale en quelques mois sans opération. Elle remonta la couverture autour d'Élise, sa main tremblante lissant doucement ses cheveux sombres, et murmura comme un serment qu'elle trouverait une solution. Elle le promit. Puis elle se leva et se dirigea vers la petite table dans le coin,
où l'attendait une pile d'enveloppes blanches. Des enveloppes qu'elle redoutait d'ouvrir. Facture d'hôpital de la dernière hospitalisation d'Élise. Avis de loyer avec 2 mois de retard. Menace de coupure d'électricité. Et tout en dessous, les papiers de Gérard Roux, l'usurier auprès duquel elle avait emprunté lorsque sa mère était gravement malade 3 ans plus tôt. Camille s'effondra sur la vieille chaise, posa la tête sur la table, et les souvenirs la submergèrent comme une vague. Elle se revit dans la chambre d'hôpital le jour où sa mère était morte. L'odeur âcre du désinfectant, le bip régulier du moniteur cardiaque qui s'était soudain transformé en une ligne implacable. La main de sa mère dans la sienne, osseuse et glacée, et son dernier souffle portant ces mots, prendre soin d'Élise, parce que Camille était tout ce qui lui restait. Camille pleura pendant 3 jours. Puis elle essuya ses larmes et se releva, parce qu'elle n'avait pas le droit de s'effondrer tant qu'Élise avait encore besoin d'elle. Elle regarda ses propres mains, durcies par les sols frottés, brûlées et fendillées par les produits ménagers, et se demanda si la vie cesserait un jour de la frapper sans relâche. L'horloge indiquait 4 heures du matin lorsqu'elle s'endormit à peine quelques minutes avant que son téléphone ne vibre. Elle se réveilla en sursaut et fixa l'écran, le sang glacé en voyant le nom de Gérard Roux s'afficher. Elle avala sa salive et répondit, forçant sa voix à rester calme. « Allô, Moreau ?» La voix à l'autre bout du fil était basse et froide, comme un serpent glissant sur la pierre. « J'espère que vous n'avez pas oublié votre dette. » Camille serra le téléphone. « Je ne l'ai pas oublié. J'ai juste besoin de plus de temps. » « Du temps ?» ricana Théil. « Ça fait 3 mois que vous dites ça. Je vous donne une semaine. Une semaine pour trouver 50 000 €, principal et intérêt compris. Sinon. » Sa voix se fit un murmure terrifiant. « J'ai entendu dire que votre sœur est très jolie. 17 ans, c'est bien ça? Il y a des gens prêts à payer très cher pour une jeune fille comme elle. » Camille étouffa un sanglot, son corps tremblant de rage et de peur. « Ne touchez pas à ma sœur, dit-elle entre ses dents serrées. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. » Il raccrocha, la laissant seule dans l'obscurité, le souffle haché et le cœur broyé comme dans un étau. Elle regarda Élise, toujours endormie, sa poitrine se soulevant avec effort, et les larmes coulèrent sur le visage de Camille. Elle se souvint alors du rendez-vous prévu le lendemain matin avec Laurent Delacroix, l'homme le plus impitoyable du milieu criminel lyonnais, et elle se demanda si elle marchait vers l'enfer ou si elle venait enfin de trouver une issue. Après cet appel, elle ne dormit plus. Elle s'assit près de la fenêtre, fixant l'allée sombre en contrebas où les ombres dérivaient comme les fantômes de sa propre vie. 50 000 € en une semaine. C'était impossible. Elle ne gagnerait jamais une telle somme de toute sa vie. Son téléphone vibra de nouveau. Un message provenant du numéro de Gérard Roux apparut, et son sang se figea lorsqu'elle l'ouvrit. C'était une photo. Une photo d'Élise rentrant de l'école la veille, accompagnée d'une phrase qui lui donna envie de hurler. « Votre sœur est très mignonne. Ne m'obligez pas à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. » Camille jeta le téléphone sur le lit et plaqua ses 2 mains sur sa bouche pour étouffer un cri. Il surveillait Élise. Il savait où elle allait, à quelle heure elle rentrait, et il pouvait lui faire du mal à tout moment. Son corps tremblait, puis elle regarda sa sœur endormie paisiblement, le visage serein dans ses rêves. Ignorant les monstres qui rôdaient juste à l'extérieur de leur monde, Camille inspira profondément et se rappela qu'elle avait déjà traversé l'enfer. Elle avait perdu son père, perdu sa mère, perdu tout le reste. Mais elle ne perdrait pas Élise. Même si cela devait lui coûter la vie, elle trouverait une solution. Elle devait en trouver une. La nuit sembla interminable. Lorsque les premiers rayons de l'aube filtrèrent à travers la fenêtre sale, Camille se leva, les yeux rougis par l'épuisement mais remplis de détermination. Elle réveilla Élise, lui prépara un verre de lait et lui rappela de prendre ses médicaments à l'heure. Puis elle mentit, disant qu'elle avait quelque chose d'important à faire et qu'elle devait partir plus tôt. Élise la regarda avec inquiétude, lui demanda si tout allait bien, disant qu'elle avait l'air très fatiguée. Camille sourit. Le sourire qu'elle avait appris à porter depuis des années pour cacher la douleur. Elle lui assura qu'elle allait bien, qu'elle avait simplement travaillé tard, lui demanda de rester à la maison, de ne pas sortir, de n'ouvrir la porte à personne. Élise hocha la tête sans poser de questions, habituée à ces secrets que sa sœur portait seule. Camille alla dans la salle de bain commune au bout du couloir, se regarda dans le miroir et vit une femme au visage creusé, cernée de profondes ombres sous les yeux.
Pourtant, dans ses yeux bruns subsistait encore une étincelle qui ne s'était pas éteinte. Elle lava les vêtements les plus présentables qu'elle possédait, une vieille chemise blanche encore propre et un jean délavé, usé mais intact. Elle se coiffa soigneusement, tentant de paraître aussi respectable que possible, même si elle savait qu'à côté des gens du groupe de la Croix, elle ressemblerait toujours à une souris perdue dans un palais. Elle glissa le peu d'argent qui lui restait dans sa poche pour le tramway, sortit de l'appartement, verrouilla la porte avec soin et jeta un dernier regard en arrière, comme si elle ne devait peut-être jamais revenir. En chemin vers le groupe de la Croix, elle pensa à Laurent de la Croix, cet homme aux yeux de glace qu'il avait observé la veille, et qui pourtant avait souri lorsqu'elle était partie. Elle ignorait ce qu'il attendait d'elle, ignorait s'il allait l'aider ou la détruire. Mais elle savait une chose avec certitude, entre Gérard Roux, le requin, et Laurent de la Croix, le roi du monde souterrain, elle préférait affronter le roi plutôt que d'être dévorée par le requin. Car un roi avait des règles, tandis qu'un requin ne connaissait que le sang. Le bâtiment du groupe de la Croix s'élevait au cœur de Lyon comme un monument dédié au pouvoir et à l'argent. Camille leva la tête jusqu'à en avoir mal à la nuque pour apercevoir le sommet de la tour de verre et d'acier reflétant le soleil du matin. Elle inspira profondément et franchit les portes tournantes, se sentant aussitôt comme une fourmi ayant pénétré dans un monde de géants. Le vaste hall brillait de marbre poli à tel point qu'elle y voyait son reflet. Les tableaux accrochés au mur valaient probablement plus que l'appartement dans lequel elle vivait. Autour d'elle, tous portaient des costumes élégants et des tailleurs impeccables, tenant des gobelets de café et les derniers smartphones. Camille sentit les regards glisser sur elle puis se détourner, comme si elle n'existait pas, et elle sut qu'avec ses vêtements usés, elle ressemblait à une tache sur leur tapis immaculé. Elle s'avança vers le comptoir d'accueil, où un grand agent de sécurité en costume noir la dévisagea avec méfiance. « J'ai un rendez-vous avec Monsieur Delacroix à 10 heures, dit Camille, forçant l'assurance dans sa voix tandis que son cœur s'emballait. Le garde la parcourut de haut en bas comme si elle venait de raconter la plaisanterie la plus drôle qu'il ait jamais entendue. « Vous avez un rendez-vous avec Monsieur Delacroix » répéta-t-il avec un sarcasme appuyé. « Et vous êtes exactement qui » Camille Moreau. Il tapa sur son clavier, puis secoua la tête. « Votre nom n'est pas sur la liste. Veuillez sortir avant que je n'appelle la sécurité. » Camille s'apprêtait à répondre lorsqu'une voix familière s'éleva derrière elle. « Elle est l'invitée du patron. » Julien Martel sortit de l'ascenseur. Le visage balafré du bras droit de Laurent de la Croix fit aussitôt se redresser le garde comme un soldat devant son général. Julien lança à Camille le même regard curieux que la veille, puis lui fit signe de le suivre. Camille marcha derrière lui, sentant le poids de tous les regards du hall s'abattre sur son dos. Des chuchotements commencèrent à se propager. Qui est-elle? Qui est cette femme? Pourquoi Julien l'accompagne-t-il personnellement? On dirait qu'elle sort des cités. Camille fit semblant de ne rien entendre, mais chaque murmure entaillait sa fierté comme une lame fine. Julien la conduisit vers un ascenseur privé nécessitant une carte spéciale et appuya sur le bouton du dernier étage. « Vous avez marqué le patron, dit-il d'une voix grave et rauque. Peu de gens y parviennent. Je n'essayais d'impressionner personne, répondit Camille. J'ai juste vu les chiffres et dit la vérité. Julien la regarda, et pour la première fois, elle aperçut quelque chose qui ressemblait à du respect dans les yeux de cet homme dangereux. C'est précisément pour ça que vous l'avez impressionné. L'ascenseur s'arrêta au dernier étage et les portes s'ouvrirent. Camille entra dans un tout autre monde. Le bureau de Laurent de la Croix ne ressemblait à aucun autre bureau qu'elle avait connu. Il évoquait davantage une forteresse, avec ses baies vitrées du sol au plafond dominant Lyon, ses sols et meubles en chêne impeccablement polis. Elle était certaine que chaque pièce valait plus qu'une vie humaine. Et au centre de ce luxe, assis derrière un immense bureau en noyer, se trouvait Laurent de la Croix. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, ses yeux gris glacés semblant vouloir percer son âme. « Vous êtes à l'heure, dit-il sans émotion. »« Je n'ai pas l'habitude de faire perdre du temps aux autres, » répondit Camille, luttant pour garder une voix stable, même si cet homme pouvait la faire disparaître d'un simple signe de tête. Laurent l'observa encore une seconde, puis le coin de sa bouche se souleva légèrement. « Asseyez-vous, Moreau. Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Laurent se leva et lui fit signe de le suivre à travers une porte vitrée menant à la grande salle de réunion attenante. Lorsqu'elle s'ouvrit, Camille découvrit une vaste pièce avec une longue table de bois noir brillant autour de laquelle étaient assises une dizaine de personnes, toutes vêtues de costumes et de tailleurs coûteux, se tournant vers elle comme si elle était une créature tombée d'une autre planète. Laurent entra et,
Aussitôt, tous se levèrent par réflexe, le respect gravé sur leur visage. « Asseyez-vous, ordonna-t-il. » Ils s'exécutèrent immédiatement. Camille resta debout à l'extrémité de la salle, hésitante, jusqu'à ce que Laurent désigne la chaise vide juste à côté de lui, en bout de table. « Vous, ici. » Elle avança, sentant chaque regard la suivre, et s'assit dans le fauteuil de cuir le plus doux qu'elle ait jamais touché. « Voici Camille Moreau, » déclara Laurent, sa voix résonnant dans la salle comme le tonnerre. « C'est elle qui a découvert la fraude que 20 de vos experts n'ont pas su voir. » Une femme assise en face de Camille laissa échapper un rire méprisant. Hélène Fournier, une trentaine d'années, cheveux bruns coupés courts avec soin, vêtue d'un tailleur rouge coûteux et de bijoux scintillants, directrice de la comptabilité du groupe Delacroix, visiblement furieuse de voir Camille installée à une place d'honneur auprès du patron. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Delacroix, mais c'est une femme de ménage, » dit Hélène avec un mépris à peine voilé. Elle nettoie les sols dans ce bâtiment. Je l'ai vu renverser des seaux d'eau dans les couloirs à de nombreuses reprises. Pensez-vous vraiment qu'une personne comme elle puisse accomplir ce que toute notre équipe de spécialistes n'a pas réussi à faire? Laurent ne répondit pas. Il se contenta de se tourner vers Camille et d'acquiescer. Expliquez-leur. Camille regarda les visages tournés vers elle, certains curieux, d'autres sceptiques, et Hélène la fixant comme si elle voulait la réduire en cendres. Elle inspira profondément et commença. « Je ne suis pas une experte, dit-elle d'une voix calme. Et je n'ai pas de diplôme de grandes écoles. Je suis simplement quelqu'un qui a appris à reconnaître le mensonge parce qu'on l'a trompé trop souvent dans sa vie. » Elle se leva et se dirigea vers l'écran géant au fond de la salle, où s'affichaient des graphiques financiers. « Quand je regarde ces chiffres, je ne vois rien de compliqué. Je vois une histoire, comme quand je suis une trace de saleté en nettoyant un sol. L'argent, c'est comme l'eau. Il coule dans une direction précise, et si quelqu'un en détourne une partie, il reste toujours des traces. » Elle montra un graphique. Ici, l'argent entre de manière très régulière. Mais lorsqu'il sort, une petite somme disparaît chaque mois. Pas grand-chose, quelques pourcents seulement, assez peu pour que personne ne le remarque. Mais sur 3 ans, cela représente des millions. Et le compte vers lequel l'argent est transféré est dissimulé de façon très habile. Elle se tourna de nouveau vers eux. Mais il y a une chose que personne ne peut cacher, l'habitude. La personne effectue toujours le transfert le même jour du mois, pour le même montant, en utilisant le même code de transaction. C'est là l'erreur du voleur. Il se croit malin, mais il est trop paresseux pour changer ses habitudes. La salle sombra dans le silence. La bouche d'Hélène s'ouvrit, puis se referma brusquement, son visage rougissant de honte et de colère. Un homme plus âgé au bout de la table, le directeur financier, Philippe Durand, prit la parole. « Elle a raison. J'ai vérifié à nouveau hier soir et tout concorde. Nous sommes passés à côté pendant 3 ans parce que nous cherchions une fraude complexe, alors que c'était d'une simplicité déconcertante. » Laurent observa Camille durant toute son explication, ses yeux gris ne la quittant pas une seule seconde. Il remarqua la façon dont elle tenait bon malgré le tremblement intérieur, la clarté avec laquelle elle expliquait des choses complexes dans un langage accessible, et le fait qu'elle ne baissait jamais les yeux face au regard méprisant. Il avait rencontré de nombreuses personnes intelligentes dans sa vie, mais c'était la première fois qu'il en rencontrait une qui l'était sans jamais chercher à le paraître. « Quelqu'un a-t-il un autre avis » demanda-t-il froidement. Hélène ouvrit la bouche pour parler, croisa le regard de Laurent et se tut aussitôt. « Bien. Alors nous continuons. » Lorsque la réunion prit fin et que chacun quitta la salle, Laurent fit signe à Camille de rester. Hélène Fournier s'attarda également, feignant de ranger des documents tout en essayant clairement d'écouter. Laurent lui lança un regard, et elle comprit immédiatement, quittant la pièce à contre-cœur, le regard chargé de ressentiment qu'elle jeta à Camille avant de refermer la porte. Quand ils furent seuls, Laurent se leva et alla vers la fenêtre, contemplant la ville de Lyon qui s'étendait en contrebas. « Vous avez un talent dont j'ai besoin, » dit-il sans se retourner. « Je veux que vous travailliez pour moi comme conseillère spéciale. Assister aux réunions, analyser les chiffres et me dire quand quelqu'un ment. Le salaire sera 10 fois supérieur à ce que vous gagnez en nettoyant des sols, avec une couverture santé complète et un nouvel appartement dans un quartier plus sûr. » Camille resta assise, le cœur battant. 10 fois ce montant suffirait à rembourser ses dettes, à payer l'opération d'Élise, à fuir l'enfer dans lequel elle vivait. Pourtant,
quelque chose dans la façon dont Laurent parlait l'empêcha de répondre immédiatement. La porte de la salle s'ouvrit brusquement et Hélène entra de nouveau, manifestement après avoir tout entendu depuis l'extérieur. « Monsieur Delacroix, je dois m'y opposer, » dit-elle en s'efforçant de rester calme tandis que la colère perçait. Elle n'a aucun diplôme, aucune expérience, aucun parcours. Ce n'est qu'une femme de ménage chanceuse qui a remarqué une erreur que n'importe qui aurait pu voir en regardant assez longtemps. La placer à un poste de conseillère serait une insulte pour ceux qui ont travaillé dur pendant des années pour gagner leur place ici. Laurent Delacroix se retourna, et le regard qu'il lança à Hélène Fournier la fit taire instantanément. « Êtes-vous en train de me dire qui a le droit ou non de travailler pour moi, Fournier ?» Sa voix était glaciale. « Non, monsieur, je voulais juste. »« Sortez. » Hélène pâlit, se détourna et quitta la pièce en refermant la porte derrière elle. Mais Camille sut à cet instant précis qu'elle venait de se faire une ennemie dangereuse. Laurent se tourna de nouveau vers elle. « Alors, quelle est votre réponse ?» Camille soutint son regard gris sancillé. « Vous avez dit que c'était un ordre, pas une invitation. Je ne travaille pas pour des gens qui me donnent des ordres. La vie me commande depuis 27 ans. Je n'ai pas besoin d'un maître de plus. » Laurent la regarda, et pour la première fois, Camille vit quelque chose qui ressemblait à une véritable surprise dans les yeux de cet homme. Il était habitué à ce que l'on obéisse sans discuter, à ce que personne ne lui dise jamais non. Et c'était la deuxième fois en moins de 24 heures que cette femme osait le défier. Il resta silencieux un instant, puis le coin de sa bouche se courba lentement en un léger sourire. Le deuxième sourire que Camille voyait sur ce visage de pierre. « Très bien, » dit-il, la voix un peu plus douce. « Alors considérez ceci comme une invitation, et non comme un ordre. Je vous invite à travailler pour moi, avec le salaire et les avantages que j'ai mentionnés. Vous pouvez refuser, et je vous laisserai partir sans aucune conséquence. Mais je pense que vous devriez y réfléchir, parce que je sais que vous avez besoin de cet argent et que je sais que votre sœur a besoin d'une opération. » Camille se raidit. « Vous savez pour Élise. »« Je sais tout de ceux qui entrent dans ce bâtiment, » répondit Laurent. « Et je sais que vous devez 50 000 € à un homme nommé Gérard Roux, et qu'il menace votre sœur. » Le sang afflua dans les veines de Camille. Elle ne savait pas si elle devait avoir peur ou se sentir soulagée que quelqu'un connaisse enfin le poids qu'elle portait. Elle pensa à Élise seule à la maison, à sa respiration difficile chaque nuit, à la menace de Gérard Roux résonnant encore dans ses oreilles, et elle comprit qu'elle n'avait pas d'autre choix. « J'accepte, » dit-elle doucement mais fermement. « Mais j'ai une condition. » Laurent haussa un sourcil. Personne ne lui avait jamais posé de condition. « Laquelle ? » Vous ne me donnez pas d'ordre. Vous pouvez demander, vous pouvez proposer, mais vous ne commandez pas. Je suis une conseillère, pas une esclave. Laurent l'observa encore une seconde, puis éclata de rire. Un rire bref et sec, mais le premier véritable rire que Julien Martel, en faction derrière la paroi de verre, avait entendu de la bouche de son patron en 8 ans. « D'accord, » dit Laurent. « Nous avons un accord, Moreau. » La première semaine de Camille au groupe de la Croix lui donna l'impression d'entrer dans un monde entièrement différent. Un endroit où chaque regard dissimulait un secret, où chaque sourire pouvait cacher une lame, et où chaque mot devait être pesé avec soin avant d'être prononcé. Laurent chargea Julien de la guider, et l'homme balafré se révéla être un bien meilleur mentor que Camille ne l'avait imaginé. Le premier jour, Julien lui fit visiter le bâtiment, lui montrant qui était un allié, qui était un ennemi, qui pouvait être digne de confiance et qui devait être évité. « Personne ici n'est ton ami à moins que le patron ne le dise, » expliqua-t-il de sa voix grave. « Et même dans ce cas-là, tu devrais dormir avec un œil ouvert. » Camille hocha la tête. Elle avait vécu assez longtemps dans les quartiers populaires pour savoir que la confiance était un luxe que les pauvres ne pouvaient pas se permettre. On lui attribua un petit bureau juste à côté de la salle de réunion principale, d'où elle pouvait accéder à tous les rapports financiers de l'organisation. Chaque jour, elle arrivait à 8 heures du matin et repartait à 20 heures. Parfois plus tard, se plongeant dans les chiffres et les graphiques comme dans des énigmes à résoudre, et elle les résolvait avec brio. En 3 jours à peine, elle mit au jour 2 autres failles du système comptable. Pas des fraudes comme celle de Bernard Lefebvre, mais des vulnérabilités qui pourraient être exploitées à l'avenir. Elle rédigea des rapports détaillés et les envoya à Laurent. Et il lut chaque page attentivement, chose que, selon Julien, le patron faisait rarement avec les rapports des autres. Chaque soir, en rentrant chez elle,
Camille comptait son argent et calculait combien de temps il lui faudrait encore avant d'avoir assez pour l'opération d'Élise. Avec son nouveau salaire, elle pouvait économiser presque 20 fois plus qu'avant. Elle estima qu'environ 3 mois suffiraient pour réunir la compte exigée par l'hôpital. Élise remarqua le changement chez sa sœur. Elle constata que Camille ne rentrait plus avec les yeux éteints et les mains abîmées par les produits ménagers, et elle lui demanda quel genre de nouveau travail elle faisait. Camille répondit simplement qu'elle avait été promue d'une certaine manière. Élise n'insista pas, habituée au fait que sa sœur portait toujours des secrets qu'elle n'était pas censée connaître. Pendant que Camille trouvait peu à peu sa place, Hélène Fournier bouillonnait de colère. Elle travaillait au groupe de la Croix depuis 6 ans, avait gravi les échelons de comptable junior à chef de service à force de sueur et de sacrifices, et s'était toujours crue indispensable aux yeux de Laurent. Et voilà qu'une femme de ménage sortie de nulle part s'asseyait désormais à côté du patron à chaque réunion, était écoutée chaque fois qu'elle parlait, et osait même poser des conditions à l'homme que toute la ville craignait. Hélène observait Camille chaque jour, notant chacun de ses pas, chaque personne à qui elle parlait, chaque rapport qu'elle envoyait. Elle lui souriait dans les couloirs, un sourire sucré aux yeux glacés. « Bonjour, Camille. Vous êtes rayonnante aujourd'hui, dit-elle le 5e jour. Ce nouveau poste vous va bien, n'est-ce pas? Merci, répondit Camille, percevant la fausseté de son ton mais choisissant de ne pas relever. Je fais simplement de mon mieux pour bien faire mon travail. Oui, faites donc, répliqua Hélène en inclinant la tête avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Mais souvenez-vous que tout le monde ici n'apprécie pas les nouveaux venus qui cherchent à trop montrer leurs capacités. Elle s'éloigna avant que Camille ne puisse répondre, ses talons claquant sur le marbre comme le tic-tac d'une bombe à retardement. Camille suivit sa silhouette du regard et sut que tôt ou tard, cette femme lui causerait des ennuis. Mais elle n'avait pas le temps de se soucier des jeux de pouvoir internes. Elle avait une sœur à sauver et une dette à rembourser. Ce soir-là, alors qu'elle s'apprêtait à quitter le bureau, Camille reçut un message d'un numéro inconnu. Elle l'ouvrit et sentit son sang se glacer. C'était une photo d'Élise assise à l'arrière d'un bus sur le chemin du retour, prise de dos, accompagnée d'une courte phrase. Plus que 5 jours, Moreau. J'espère que vous comptez votre argent. Gérard Roux continuait de les surveiller. C'était le 6e jour, et Camille avait passé toute la semaine à finaliser un rapport d'analyse complet sur les flux de trésorerie du groupe de la Croix sur les 3 dernières années. Un travail dans lequel elle avait investi des centaines d'heures et toutes les connaissances acquises au fil des années d'auto-apprentissage. Elle enregistra le fichier sur son ordinateur et sortit prendre un café. 10 minutes à peine. Mais lorsqu'elle revint, l'écran affichait un message qu'elle n'aurait jamais voulu voir. Le fichier n'existait pas. Camille s'effondra sur sa chaise, les mains tremblantes, fouillant chaque dossier, la corbeille, les sauvegardes. Rien. Son rapport avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Elle leva les yeux et croisa le regard d'Hélène Fournier, immobile au bout du couloir. Le sourire sur les lèvres d'Hélène était fin comme une lame, ses yeux brillants d'une satisfaction malveillante. Elle ne dit rien, se contenta de tourner les talons et de disparaître au coin du couloir. Camille savait exactement qui avait fait ça. Elle resta assise encore une minute, luttant contre l'envie de pleurer, de crier, de courir après Hélène et de révéler son acte à toute l'entreprise. Puis elle pensa à Élise. À l'argent qu'elle mettait de côté. À ce qu'elle risquait de perdre si elle faisait des vagues ici. Et avec ce poste, son unique chance de sauver sa sœur. Camille inspira profondément, essuya l'humidité sur ses joues et recommença depuis le début. Elle travailla toute la nuit, sans manger ni boire, accompagnée seulement par la lueur de l'écran et le rythme régulier de ses doigts frappant le clavier dans la pièce vide. L'horloge dépassa 2 heures du matin. Puis 3, puis 4. Camille travaillait comme une machine, reconstituant chaque page du rapport de mémoire, reconnaissante pour l'esprit que Dieu lui avait donné. Un esprit qui retenait les chiffres comme d'autres retiennent les paroles d'une chanson. Au dernier étage, dans son propre bureau, Laurent Delacroix ne dormait pas. Il était assis devant les écrans de surveillance, regardant les images de Camille penchée sur son bureau, travaillant seul dans l'obscurité. Il avait tout vu. Il avait vu Hélène Fournier se glisser dans le bureau de Camille pendant qu'elle allait chercher un café. Il l'avait vu appuyer sur quelques touches et ressortir avec un sourire de victoire. Il avait aussi vu l'instant où Camille comprit que le fichier avait disparu. Il vit ses épaules trembler. Il la vit presque s'effondrer, puis se redresser et recommencer. Il ne comprenait pas pourquoi elle n'était pas venue le voir.
Il ne comprenait pas pourquoi elle avait choisi d'endurer en silence au lieu d'exiger justice. Puis, à 3h30 du matin, Laurent vit Camille s'arrêter de taper et sortir son téléphone. Elle fixa l'écran un moment, puis composa un numéro. Il activa l'audio et entendit sa voix, douce et tendre au point qu'il eut du mal à croire qu'il s'agissait de la même femme qu'il avait défiée lors de leur première rencontre. « Tu dors déjà ? Je sais qu'il est tard. Pardon. Je voulais juste entendre ta voix une seconde. Tu as pris tes médicaments à l'heure aujourd'hui ? C'est bien. Tu veux que je te raconte une histoire ? Il était une fois une petite princesse enfermée dans une grande tour. Elle était malade et personne ne croyait qu'elle guérirait un jour. Mais elle avait une sœur. Et cette sœur a traversé le monde pour trouver un moyen de la sauver. La sœur devait travailler très dur. Elle devait affronter des dragons et des sorcières rusées. Mais elle n'a jamais abandonné, parce qu'elle aimait sa petite sœur plus que tout au monde. Laurent resta immobile dans l'ombre, écoutant Camille raconter un conte à Élise au téléphone, et quelque chose, au fond de sa poitrine, commença à remuer un sentiment qu'il avait enterré depuis longtemps. Il ne savait pas ce que c'était. Il savait seulement que cette femme lui faisait ressentir des choses qu'il ne voulait pas ressentir. Il ne sut pas pourquoi il se leva et prit l'ascenseur à 4h du matin. Il se dit qu'il ne faisait que vérifier le travail, qu'un bon patron devait se soucier des employés qui travaillaient tard, que c'était parfaitement normal et qu'il n'y avait rien de spécial là-dedans. Mais lorsqu'il s'arrêta à la machine à café de l'espace du personnel et remplit 2 gobelets au lieu d'un seul, il comprit qu'il se mentait à lui-même. Il entra dans le bureau de Camille sans frapper. Elle sursauta, relevant la tête, les yeux rougis par le manque de sommeil et par la lumière de l'écran. « Monsieur Delacroix, dit-elle, la voix rauque après des heures sans parler. De quoi avez-vous besoin ? » Laurent ne répondit pas. Il posa simplement le café sur le bureau devant elle et tira une chaise pour s'asseoir en face. « Vous avez travaillé toute la nuit, dit-il. Ce n'était pas une question, mais un constat. J'avais des choses urgentes à terminer, répondit Camille, baissant les yeux sur le café puis les relevant vers lui, surprise. Vous m'avez apporté un café. Vous pensiez que je venais pourquoi ? Pour vous tuer ? Demanda Laurent, et une trace fugace d'humour passa dans ses yeux gris glacés. Je ne l'avais pas complètement écarté, répondit Camille en prenant une gorgée. Mais si vous comptiez me tuer, vous ne gaspilleriez probablement pas de l'argent dans un café. Il est bon ? Laurent la regarda et le coin de sa bouche se releva légèrement. C'était la première fois qu'ils restaient assis ensemble sans parler de chiffres ni de traîtres, et le silence entre eux n'était pas aussi lourd que Camille l'avait craint. Elle savait qu'il avait regardé les caméras. Elle savait qu'il avait vu Hélène effacer son fichier et qu'il l'avait vu travailler toute la nuit pour tout refaire. Mais il n'en parla pas, et elle non plus. « Pourquoi ne dormez-vous pas ?» demanda Laurent. « Pourquoi ne dormez-vous pas ?» répliqua Camille. Il resta silencieux un instant, puis répondit d'une voix basse et lointaine. « Je n'y arrive pas. Ça fait très longtemps que je n'ai pas dormi une nuit entière. » Camille le regarda et, pour la première fois, elle vit quelque chose de différent dans ses yeux gris, pas de froideur, pas de menace, mais de l'épuisement, de la solitude, et peut-être de la douleur. « Vous savez que vous faites peur aux gens ? » demanda-t-elle soudain. Laurent la regarda, le visage inchangé. « C'est le but. »« C'est triste, » dit Camille doucement. « La peur, c'est très solitaire. Vous avez quelqu'un à qui parler vraiment ? Pas de travail, pas d'accord, pas d'ennemis à éliminer. Juste parler comme 2 êtres humains. » Laurent resta silencieux. Personne ne lui avait jamais demandé ça. Personne n'avait osé. Tout le monde le craignait trop pour imaginer qu'il puisse être seul, qu'il puisse avoir besoin qu'on l'écoute, qu'il puisse vouloir être traité comme un homme plutôt que comme un monstre. « J'ai Julien, finit-il par dire. « Julien est votre subordonné, répondit Camille. Il est loyal, mais la loyauté, ce n'est pas un lien. Vous pouvez lui dire ce qui vous fait peur ? Vous pouvez lui parler de vos cauchemars ? Vous pouvez pleurer devant lui ? » Laurent la fixa et, pour la première fois depuis longtemps, il se sentit mis à nu. Cette femme aux yeux bruns fatigués, aux vêtements froissés par une nuit de travail, avait d'une manière ou d'une autre vue à travers tous les murs qu'il avait bâtis en 36 ans. « Vous croyez me comprendre ? » demanda-t-il, tentant de garder une voix froide, même si elle n'était plus tranchante. « Je ne vous comprends pas, »
secoua la tête Camille. Mais je vous vois. Et je vois un homme qui est très, très fatigué d'être fort tout seul. Laurent ne dit rien. Il resta simplement assis, à la regarder. Et pour la première fois de sa vie, il ne sut pas comment réagir. Il avait affronté les criminels les plus dangereux, traversé des combats noyés de sang, tué sans que ses mains ne tremblent. Mais là, dans la lumière pâle d'un bureau à 4 heures du matin, assis face à une femme qui n'avait que la sincérité, il se sentit plus vulnérable que jamais. « Le café est bon ?» demanda-t-il, changeant volontairement de sujet. Camille sourit, et ce sourire fut comme un rayon de soleil perçant l'obscurité. « Il est très bon. »« Merci. »« Et monsieur Delacroix ? » ?»« Quoi ? » ?»« La prochaine fois que vous voulez parler à 4 heures du matin, descendez ici. Je veille tard. » Laurent se leva et lui tourna le dos pour qu'elle ne voie pas l'adoucissement de son expression. « Allez dormir, Moreau. Le rapport peut attendre. » « Non, il ne peut pas. Mais merci de vous en soucier. » Il se dirigea vers la porte et, juste avant de sortir, s'arrêta une seconde. Camille. C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Oui. Ne laissez personne vous briser, dit Laurent. Puis il disparut dans le couloir sombre, laissant Camille seule avec un café refroidi et un cœur battant plus vite que d'habitude. 2 jours après cette nuit-là, Camille reçut un appel de Monique Bernard, la responsable du service de ménage de nuit au groupe Delacroix, là où Camille travaillait auparavant comme femme de ménage. Monique lui dit qu'un homme était venu demander des renseignements sur elle, un grand type aux dents en or et au sourire de requin. Il avait demandé où Camille travaillait maintenant, où elle habitait, et si quelqu'un la protégeait. Monique ajouta qu'elle n'avait rien dit, parce qu'elle ne savait rien. Mais sa voix tremblait en décrivant la façon dont cet homme l'avait regardée, comme s'il pouvait lui faire n'importe quoi, et que personne n'oserait l'arrêter. Camille resta assise dans son bureau, le téléphone contre l'oreille. Mais elle n'entendait déjà plus vraiment les mots de Monique. Le requin était allé jusqu'à l'endroit même où elle travaillait autrefois. Il resserrait le nœud. Ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'il découvre où elle se trouvait. Avant qu'il ne trouve Élise. Elle raccrocha et tenta de se calmer, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle dut les cacher sous le bureau. Elle ignorait que Julien se tenait juste de l'autre côté de la porte et qu'il avait tout entendu. Ce soir-là, Julien frappa à la porte du bureau de Laurent et entra avec une expression grave. « Patron, j'ai des informations sur mademoiselle Moreau. » Laurent releva la tête de ses dossiers, le regard durci. « Parlez. » Gérard Roux, connu comme un requin, un usurier qui opère dans les quartiers populaires. Mademoiselle Moreau lui doit 50 000 euros. Un prêt d'il y a 3 ans, quand sa mère était gravement malade. Des intérêts prédateurs. Le principal et les intérêts ont déjà doublé. Il la menace, elle et sa sœur, les suit depuis des semaines, et maintenant il commence à poser des questions dans les endroits où elle travaillait avant. Laurent ne dit rien, mais l'air du bureau se glaça si brusquement que même Julien, pourtant un homme sans état d'âme, sentit un frisson lui remonter le long de la colonne vertébrale. Julien connaissait ce regard sur le visage de son patron, ce regard que Laurent Delacroix avait juste avant de donner un ordre qui coûterait la vie à quelqu'un. « Il a osé toucher à quelqu'un qui m'appartient, » dit Laurent, la voix basse et dangereuse, comme le grondement d'une bête. Julien hocha la tête, attendant la consigne. « Occupe-toi de lui proprement et fais en sorte que personne ne retrouve jamais sa trace. » Compris ? Julien se tourna pour partir, mais Laurent le retint. Et Julien, elle n'a pas besoin de le savoir. Julien acquiesça de nouveau et disparut par la porte. 2 jours plus tard, Camille se réveilla et constata que son téléphone ne contenait aucun message menaçant. Elle attendit toute la journée, mais Gérard Roux n'appela pas, n'envoya pas de message, n'apparut nulle part. Elle prit des nouvelles auprès de Monique, qui lui dit que l'homme de l'autre jour n'était pas revenu. Elle se renseigna aussi auprès de quelques connaissances dans les quartiers populaires, et tous dirent la même chose, le « requin » avait disparu. Son bureau de prêt était fermé. Personne ne savait où il était passé, et personne n'osait poser de questions. Camille, assise dans son petit appartement à regarder Élise dormir, sentit un poids immense se soulever de ses épaules. Elle n'était pas naïve. Elle savait que Gérard Roux n'avait pas simplement disparu. Elle savait que, dans ce monde-là, des hommes comme lui ne s'évaporaient que lorsqu'un homme plus puissant décidait de les faire disparaître.
Et elle ne connaissait qu'un seul homme qui possédait ce genre de pouvoir, Laurent Delacroix. Elle ne savait pas ce qu'il avait fait au requin. Et elle ne voulait pas le savoir. Elle savait seulement que, pour la première fois depuis 3 ans, elle pouvait respirer sans se sentir étouffée. Elle pouvait regarder Élise sans craindre que quelqu'un ne la lui arrache. Le lendemain matin, quand Camille arriva au bureau, elle croisa Laurent dans le couloir. Il lui adressa un signe de tête, comme toujours. Il ne dit rien de plus. Il ne mentionna pas Gérard Roux. Il n'attendit pas de remerciements. Mais alors qu'il passait, Camille murmura, juste assez fort pour qu'il l'entende. « Merci. » Laurent s'arrêta une seconde, toujours dos à elle. « Je ne vois pas de quoi vous me remerciez, » répondit-il. Puis il reprit son chemin comme si de rien n'était. Camille le regarda s'éloigner et, pour la première fois, elle se demanda si l'homme le plus impitoyable du milieu criminel lyonnais pouvait, malgré tout, avoir un cœur. Après cette nuit-là, tout commença à changer d'une manière que ni Laurent ni Camille n'avaient prévue. Cela commença par des dîners tardifs, lorsque tous deux travaillaient profondément dans la nuit et que Laurent faisait monter de quoi manger dans son bureau, assez pour deux, sous prétexte qu'il détestait manger seul et qu'elle devait manger quelque chose au lieu de survivre au café et aux bars protéinés. Camille savait que c'était un prétexte. Mais elle ne refusa pas, parce qu'en vérité elle n'en avait pas envie non plus. Il s'asseyait dans le bureau de Laurent, dominant Lyon dont les lumières scintillaient en contrebas, et mangeait des plats commandés chez un restaurant lyonnais très réputé, un endroit devant lequel Camille n'avait autrefois osé que passer sans jamais y entrer. Et il parlait, pas de travail, pas de chiffres ni de traîtres, mais de la vie, du passé, des blessures qu'il portait. Une nuit, lorsque la bouteille de vin était à moitié vidée que les lumières de la ville tremblaient comme des étoiles sous leurs pieds, Laurent se mit à parler de son père. « On l'a abattu juste devant moi, » dit-il, la voix basse et lointaine, comme s'il fixait un souvenir très ancien. J'avais 28 ans, je dînais avec lui dans notre restaurant familial. Et quelqu'un est entré et lui a tiré 3 balles dans la poitrine. Il est mort dans mes bras, son sang s'infiltrant dans mes vêtements, et la dernière chose qu'il m'a dite, c'est « Tu dois être fort. Tu dois tout porter. » Camille resta silencieuse, ne disant rien. Elle écoutait simplement, parce qu'elle savait que parfois, ce dont on a besoin n'est pas de réconfort, mais de quelqu'un capable d'écouter. « Je n'ai jamais voulu hériter de cet empire, » continua Laurent, les yeux fixés au loin. « Je voulais étudier l'architecture, construire de beaux bâtiments, vivre une vie normale. Mais quand mon père est mort, je n'ai pas eu le choix. Si je ne prenais pas le pouvoir, d'autres l'auraient pris, et ils auraient détruit tout ce que mon père avait bâti. Ils auraient tué ceux qui étaient loyaux à ma famille. Alors je suis devenu ce que je détestais, un chef de réseau criminel, un tueur, un monstre que toute la ville craint. » Camille le regarda et ne vit pas un homme sans pitié, mais un homme de 28 ans qui avait enterré ses rêves pour porter une responsabilité qu'il n'avait jamais voulu. « Je comprends, » dit-elle doucement. « Moi aussi, j'avais des rêves. Je voulais devenir analyste financière, travailler à Wall Street, prouver qu'une fille des quartiers populaires pouvait réussir. J'étais la meilleure élève de ma classe, j'avais obtenu une bourse, et je croyais que la vie, enfin, me souriait. » Elle marqua une pause, les yeux baissés vers son verre. « Puis ma mère a eu un cancer. En phase terminale. Le médecin a dit qu'il ne lui restait que quelques mois, mais qu'avec un traitement, elle pourrait peut-être gagner un peu de temps. Alors j'ai quitté l'université, vendu tout ce que je pouvais, emprunté de l'argent à Gérard Roux, et j'ai tout fait pour lui offrir un peu plus de temps. Elle est quand même morte. Mais au moins, j'ai eu une année de plus avec elle. »« Et le prix ?» demanda Laurent, la voix plus douce. « J'ai tout perdu, » répondit Camille avec un sourire triste. « Ma bourse, mon avenir, mes rêves. Mais je ne le regrette pas. Si je devais choisir à nouveau, je ferais la même chose, parce que ma mère valait ce sacrifice. » Ils restèrent silencieux. Et à cet instant, il n'était plus un chef du milieu et une ancienne femme de ménage. Ils n'étaient que 2 âmes blessées qui s'étaient trouvées dans l'obscurité, 2 personnes qui avaient trop perdu et qui continuaient pourtant d'avancer. Laurent regarda Camille et comprit qu'elle était la première personne à qui il avait jamais parlé de son rêve d'architecture. La première à qui il avait avoué qu'il n'avait jamais voulu devenir ce qu'il était devenu. Elle n'avait pas peur de lui, ne le flattait pas, ne voulait rien de lui sinon de l'honnêteté, et cela lui fit ressentir quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps, la sensation d'être lui-même. À l'extérieur du bureau,
Julien montait la garde comme chaque soir, mais il remarquait des changements que les autres ne voyaient pas. Son patron, l'homme qu'il servait depuis 8 ans, changeait. Laurent souriait davantage, même si ce n'était que de petits sourires. Il parlait plus, même si c'était à une seule personne. Et il regardait Camille avec un regard que Julien ne lui avait jamais vu adresser à qui que ce soit, le regard d'un homme qui tombe amoureux sans s'en rendre compte. L'appel arriva à 3 heures du matin. Juste au moment où Camille avait réussi à s'endormir quelques heures après une longue journée de travail, elle entendit le murmure faible d'Élise au téléphone. « Ma sœur, j'ai tellement mal à la poitrine, je n'arrive pas à respirer. » Puis il y eut le bruit du téléphone qui tombait au sol. Camille ne se souvint pas comment elle sortit de l'appartement. Ne se souvint pas comment elle appela les secours. Elle ne se souvint que d'avoir forcé l'entrée et d'avoir vu Élise allongée sur le sol, les lèvres devenant bleues, les yeux serrés, la poitrine se soulevant dans des halètements courts et désespérés, comme un petit oiseau essayant de voler avec des ailes brisées. Les secours arrivèrent. Ils installèrent Élise sur un brancard et l'emmenèrent en urgence vers l'hôpital public de Lyon, le seul que sa couverture prenait en charge. Camille s'assit à l'arrière, tenant la main glacée de sa sœur, répétant comme une prière. « Ça va aller. Ça va aller. Je suis là. Je ne te laisserai pas partir. » À l'hôpital, le médecin dit qu'Élise avait besoin d'une opération cardiaque en urgence, mais que l'établissement n'avait pas le matériel nécessaire et qu'il fallait la transférer vers l'hôpital Louis Pradel, le meilleur centre de cardiologie de la région. Puis ils parlèrent de l'argent. Le coût estimé de l'opération, de la réanimation, des médicaments et des soins post-opératoires dépasserait 200 000 €, et ils exigeaient un acompte d'au moins 50 000 € avant d'aller plus loin. Camille resta là, fixant le visage pâle du médecin, et sentit le monde s'effondrer sous ses pieds. Elle avait réussi à économiser près de 20 000 € après des semaines de travail, mais c'était loin, très loin de ce qu'il fallait pour sauver la vie de sa sœur. Elle les supplia de lui laisser du temps, les supplia de faire l'opération et de la laisser trouver un moyen de payer ensuite. Mais ils secouèrent la tête avec regret, les règles étaient les règles, ils ne pouvaient pas faire autrement. Camille s'écroula sur une chaise dans le couloir de l'hôpital, la tête baissée, les épaules secouées, et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle pleura. Elle avait pleuré seule quand son père était mort. Elle avait pleuré seule quand sa mère était partie. Elle avait avalé ses larmes pendant des années en supportant une vie brutale. Mais là, elle n'arrivait plus à les retenir. Les larmes coulèrent sur ses joues et tombèrent sur le carrelage froid. Elle se sentit plus petite et plus impuissante que jamais. Puis elle entendit des pas, ce son familier de chaussures en cuir sur le sol. Quand elle leva les yeux, elle vit Laurent Delacroix debout devant elle. Il portait un manteau noir, les cheveux légèrement en désordre, comme s'il venait de sortir du lit, et ses yeux gris n'étaient plus froids, ils étaient remplis de quelque chose que Camille n'osait pas nommer. « Julien m'a tout dit », murmura-t-il. « Ne vous inquiétez pas pour l'argent. » Laurent se tourna vers le médecin. Camille ne put pas entendre leurs paroles. Elle vit seulement l'expression du médecin passer de la réticence au respect, le vit hocher la tête à plusieurs reprises et commencer à passer des appels. En moins d'une heure, un hélicoptère médical se posa sur le toit de l'hôpital et emmena Élise vers l'hôpital Louis Pradel, où une équipe des meilleurs chirurgiens cardiaques de la région attendait déjà. Camille monta dans l'hélicoptère avec sa sœur, sans lâcher sa main. Et tandis qu'elle regardait la ville de Lyon s'éloigner en dessous d'elle, elle aperçut Laurent, seul sur le toit de l'hôpital, qui la suivait du regard jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point. À l'hôpital Louis Pradel, quand Élise fut conduite en préparation préopératoire, Camille s'effondra sur une chaise dans la salle d'attente et ne put plus se contenir. Elle enfouit son visage dans ses mains et sanglota. Elle pleura de peur, d'épuisement, de gratitude, de toutes les émotions qu'elle avait étouffées pendant tant d'années. Puis une main se posa sur son épaule. Elle leva les yeux et vit Laurent assis à côté d'elle, sans rien dire, simplement là, solide comme une pierre sur laquelle elle pouvait s'appuyer. Pour la première fois de sa vie, Camille laissa quelqu'un voir sa faiblesse. Et pour la première fois, elle n'en eut pas honte. L'opération dura 6 heures entières, et pendant ces 6 heures, Laurent ne quitta pas la salle d'attente une seule minute. Julien montait la garde dehors, tandis que Laurent restait assis près de Camille, ne disant rien, se contentant d'être là, comme une promesse silencieuse qu'elle ne traverserait pas cette longue nuit seule. Camille demeura immobile, les yeux fixés sur les portes du bloc, les mains serrées si fort que ses phalanges en blanchissaient. Par moments, son corps tremblait, et chaque fois, Laurent se rapprochait un peu, comme si la chaleur de sa présence pouvait repousser la peur.
Quand l'horloge indiqua 2 heures du matin, Laurent se leva et disparut un moment, puis revint avec un sac de nourriture et un café brûlant. « Vous devez manger quelque chose, dit-il en lui mettant le sac dans les mains. Camille secoua la tête et murmura qu'elle ne pouvait pas avaler. Laurent ne répondit pas. Il ouvrit le sac, sortit un sandwich et le porta doucement à ses lèvres. « Mangez, dit-il à voix basse. Votre sœur aura besoin de vous forte quand elle se réveillera. » Camille le regarda, et peut-être parce qu'elle était trop épuisée, peut-être parce qu'elle n'avait plus la force de refuser, elle prit le sandwich et en mordit un petit morceau. Il avait un goût de papier dans sa bouche. Mais elle avala quand même, parce qu'il l'avait demandé, parce qu'il était là, et parce qu'elle ne voulait pas qu'il parte. À 4 heures du matin, le médecin sortit, le visage marqué par la fatigue, mais avec un sourire soulagé. L'opération avait réussi. Élise était hors de danger. Elle aurait besoin de repos et de surveillance quelques jours, mais le pronostic était très bon. Camille se leva, les jambes tremblantes comme si elles allaient céder, et elle ne put s'empêcher d'embrasser le médecin, le remerciant encore et encore, comme si elle venait elle-même d'être sauvée. Quand elle se retourna, Laurent était là. Dans l'élan de l'émotion, elle le serra dans ses bras, lui aussi. Il se raidit une seconde, comme peu habitué à être pris ainsi, puis il leva lentement les bras et les referma autour de son dos, avec douceur, avec précaution, comme si elle était quelque chose de précieux. Il ne dit rien, restant ainsi quelques instants. Puis Camille se recula, le visage rougissant en comprenant ce qu'elle venait de faire. « Je suis désolé, je balbutia-t-elle. »« Ce n'est rien, dit Laurent, d'une voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Élise fut transférée en salle de réveil, et Camille s'assit près du lit de sa sœur, tenant sa petite main, encore traversée de perfusions et de tubes. Laurent tira une chaise à côté d'elle. Et alors que la nuit s'effaçait lentement devant le matin, Camille ne se rendit pas compte à quel point elle était épuisée. Sa tête s'alourdit, pencha sur le côté, et sans savoir quand cela arriva, elle s'endormit contre l'épaule de Laurent. Il resta parfaitement immobile, n'osant pas bouger. Il regarda ses cheveux sombres posés contre lui, respira la faible odeur d'un shampoing bon marché, et sentit quelque chose fondre lentement au fond de sa poitrine. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un lui avait fait assez confiance pour s'endormir près de lui. Il ne se souvenait pas non plus de la dernière fois qu'il avait voulu protéger quelqu'un à ce point. Les premières lueurs de l'aube glissèrent à travers les rideaux, et sur le lit d'hôpital, Élise ouvrit lentement les yeux. Elle cligna plusieurs fois, peinant à faire le point. Puis elle vit sa sœur endormie contre l'épaule d'un homme inconnu. Un homme grand, au visage sévère, qui regardait sa sœur avec l'expression la plus douce qu'Élise ait jamais vue. « Qui êtes-vous » demanda Élise, la voix faible du réveil après l'opération. Laurent fixa la jeune fille et, sans savoir pourquoi, ressentit le besoin de dire la vérité. « Je suis quelqu'un qui ne laissera rien arriver ni à vous, ni à votre sœur. » Élise l'observa un instant, puis sourit. Un sourire faible, mais sincère. « Merci d'être resté avec ma sœur. Elle a toujours été seule. » Laurent ne répondit pas. Il acquiesça simplement, très légèrement. Et quand Camille se réveilla quelques minutes plus tard, elle trouva sa sœur et l'homme du milieu criminel se regardant avec une étrange compréhension, comme s'ils venaient de conclure un accord secret dont elle ne savait rien. Élise se remit plus vite que prévu. Une semaine après l'opération, elle pouvait déjà s'asseoir dans son lit et rire avec sa sœur comme si rien ne s'était passé. Camille retourna au groupe de la Croix le cœur plus léger qu'elle ne l'avait été depuis des années. Et elle ne pouvait pas nier que chaque fois qu'elle voyait Laurent, son cœur battait un peu plus vite. Elle essaya de ne pas penser à cette nuit à l'hôpital, au moment où elle s'était endormie sur son épaule, à la brève étreinte dont elle sentait encore la chaleur. Mais tout bascula le vendredi après-midi, quand Camille était assise dans son bureau et entendit le claquement sec de talons sur le marbre du couloir. Un pas confiant, régulier, celui d'une femme qui savait exactement qui elle était et ce qu'elle voulait. Camille leva les yeux à travers la paroi de verre et vit une femme marcher vers le bureau de Laurent, grande, mince, avec des cheveux blonds miel cascade sur ses épaules nues, révélées par une robe rouge coûteuse. Elle était belle d'une beauté froide et parfaite, comme une statue sculptée, avec des yeux bleus glacés et des lèvres ourlées d'un sourire satisfait, celui de quelqu'un habitué à posséder tout ce qu'il désire. Camille ne savait pas qui elle était. Mais elle comprit que ce n'était pas une femme ordinaire, parce que Julien, qui montait toujours la garde devant le bureau de Laurent avec une expression taillée dans la pierre, lui ouvrit la porte sans poser la moindre question. Quelques minutes plus tard,
Hélène Fournier passa devant le bureau de Camille et, comme si elle tenait à ce qu'elle entende, lança à une collègue d'un ton excité qui porta dans le couloir. Svetlana Orlova est là, la fille du plus puissant chef du milieu russe à Paris. Elle et Monsieur Delacroix sont fiancés depuis l'enfance, un mariage politique pour lier les deux familles. J'ai entendu dire qu'ils se marieront dans quelques mois. Camille eut l'impression de recevoir un coup dans l'estomac. Fiancé. Mariage. Les mots tourbillonnèrent dans sa tête comme une tempête, et elle ne comprit pas pourquoi sa poitrine lui faisait si mal. Elle n'avait pas le droit de souffrir. Elle n'était que sa conseillère, qu'une ancienne femme de ménage à qui il avait donné une chance, qu'une personne sans importance. Mais lorsqu'elle regarda à travers la vitre et vit Svetlana assise à la place que Camille occupait autrefois, parlant à Laurent avec une familiarité intime et posant la main sur la sienne comme une propriétaire légitime, Camille eut l'impression qu'on lui écrasait le cœur. Elle se leva et sortit, ayant besoin d'air, besoin de fuir avant de faire quelque chose de stupide comme pleurer. Elle se dirigea vers la cage d'escalier, poussa la porte, entra dans le silence, s'adossa au mur et inspira profondément. Elle l'aimait. La réalisation la frappa comme un éclair, net, indiscutable. Elle était tombée amoureuse de Laurent Delacroix, l'homme le plus impitoyable du milieu criminel lyonnais, celui qui avait sauvé sa sœur, qui était resté à ses côtés pendant la longue nuit à l'hôpital, qui lui avait apporté un café à 4 heures du matin et l'avait écouté parler de rêves morts depuis longtemps. Et il était sur le point d'épouser une autre femme. Camille resta là, dans la cage d'escalier, laissant des larmes silencieuses couler sur ses joues. Puis elle essuya ses yeux et se força à se reprendre. Elle garderait ses distances. Elle serait professionnelle. Elle ne laisserait pas ses émotions absurdes détruire son travail ni l'avenir d'Élise. À partir de ce jour, Camille changea. Elle ne resta plus tard pour dîner avec Laurent, ne lui parla plus de rien qui ne soit strictement lié au travail, ne soutint plus son regard plus d'une seconde. Elle érigea entre eux un mur invisible. Et Laurent le sentit. Il ne comprenait pas pourquoi Camille s'était soudainement éloignée, pourquoi elle ne lui souriait plus, pourquoi elle partait pile à la fin de la journée et refusait toute excuse pour rester. Il était déchiré. Svetlana Orlova représentait le devoir, une obligation, une alliance scellée entre familles alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Ce mariage apporterait force et sécurité au groupe Delacroix. Pourtant, chaque fois que Svetlana le touchait, il ne ressentait rien. Et chaque fois que Camille passait devant lui dans le couloir, les yeux volontairement détournés, il avait l'impression de perdre quelque chose d'essentiel. Julien fut le premier à dire tout haut ce que ni l'un ni l'autre n'osait formuler. « Vous l'aimez » dit-il à Laurent tard dans la nuit. « Et elle vous aime aussi. » Mais elle s'éloigne à cause de Svetlana. Laurent ne répondit pas. Il resta simplement près de la fenêtre, contemplant Lyon noyé dans l'obscurité, se demandant quand sa vie était devenue aussi douloureusement compliquée. Pendant que Laurent se débattait entre le devoir et les sentiments, un complot sombre prenait forme juste sous son toit. Hélène Fournier, consumée par le ressentiment depuis l'arrivée de Camille et la perte du poste qu'elle estimait lui revenir, avait trouvé un allié inattendu, Adrien Delacroix, le frère cadet de Laurent, banni de la famille 3 ans plus tôt pour trahison et pour avoir vendu des informations à leurs ennemis. Adrien haïssait Laurent. Il haïssait l'ombre écrasante que son frère avait toujours projetée sur sa vie, haïssait que leur père ait aimé Laurent davantage et lui ait tout laissé au lieu de partager. Il s'était caché en Amérique centrale pendant 3 ans, attendant l'occasion de revenir reprendre ce qu'il estimait lui appartenir. Et cette occasion arriva sous la forme d'un appel téléphonique, la voix d'une femme chargée d'amertume. Hélène donna à Adrien tout ce dont il avait besoin, l'emploi du temps de Laurent, les failles du système de sécurité, la liste de ceux qui lui étaient loyaux et de ceux qui pouvaient être achetés, et surtout des informations sur une femme nommée Camille Moreau qui, selon Hélène, avait fait perdre à Laurent sa concentration et l'avait rendu faible. Adrien écouta, un sourire cruel aux lèvres, sachant exactement quoi faire. C'était un mardi soir ordinaire lorsque Camille quitta le bureau à 18 h, comme elle le faisait désormais chaque jour, évitant délibérément de rester tard pour ne pas avoir à affronter Laurent et les émotions qu'elle ne maîtrisait plus. Elle entra dans le parking souterrain où l'ancienne voiture que Laurent lui avait discrètement achetée, sous prétexte qu'elle avait besoin d'un moyen de transport plus sûr, l'attendait. Elle venait à peine d'ouvrir la portière lorsqu'une main se plaqua violemment sur sa bouche par derrière. Avant qu'elle puisse réagir, une odeur chimique agressive envahit ses sens, et le monde bascula dans le noir. Quand Camille reprit connaissance, elle se retrouva assise sur une chaise en bois dans une pièce humide. Ses mains étaient ligotées derrière son dos, ses jambes attachées à la chaise,
et sa tête pulsait comme si elle allait éclater. Lorsqu'elle força ses yeux à faire le point, elle vit un homme debout devant elle. Il ressemblait tellement à Laurent que cela lui coupa le souffle. Les mêmes yeux gris, la même mâchoire acérée. Mais dans son regard, il y avait quelque chose de différent, une cruauté et une folie qu'elle n'avait jamais vue chez Laurent. « Bonjour, Camille, dit-il d'une voix douce comme le miel, mais froide comme la glace. Je suis Adrien, le frère de l'homme que vous aimez. » Camille ne répondit pas. Elle soutint simplement son regard avec le calme le plus absolu qu'elle pouvait rassembler, tandis que la terreur la secouait de l'intérieur. « J'ai besoin de quelques informations, » poursuivit Adrien en tournant autour d'elle comme un prédateur. « Les codes d'accès aux comptes offshore. L'emploi du temps détaillé de Laurent cette semaine. Et l'emplacement du coffre secret que mon père a laissé. »« Je ne sais pas ces choses-là, » répondit Camille d'une voix si posée qu'elle s'en étonna elle-même. « Faux, » ricana Adrien, et ce rire glaça son sang. « Vous êtes la conseillère spéciale de mon frère. Vous avez accès à tout. Ne me sous-estimez pas. » Il fit un signe à un homme dans l'ombre, qui s'avança en tenant une barre de fer. Le premier coup dans le ventre plia Camille en deux. L'air fut expulsé de ses poumons et elle haleta violemment. Le second coup atteignit ses côtes, et elle entendit un craquement qu'elle pria pour ne pas être celui de ses os. Le troisième frappa son visage, et le sang coula au coin de sa bouche, mais elle ne parla pas. « Le mot de passe !» hurla Adrien, perdant son calme. « Tu es muette ? Parle !» Camille cracha du sang sur le sol, releva la tête et le fixa de ses yeux gonflés, toujours brûlants de défi. « Tuez-moi, dit-elle entre ses dents serrées. Je ne le trahirai pas. » Adrien la fixa et, à cet instant, vit quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Cette femme, petite et sans défense, encaissait des coups qui auraient brisé bien des hommes, et elle refusait toujours de parler. Pour Laurent. Par amour pour l'homme qu'il considérait comme son ennemi juré. Cela ne fit qu'attiser sa rage. « Continuez, ordonna-t-il. Frappez-la jusqu'à ce qu'elle parle ou jusqu'à ce qu'elle meure. Peu importe. » Camille ferma les yeux quand le coup suivant s'abattit. Et dans l'obscurité de la douleur, elle pensa à Élise. À sa mère. À Laurent et à son sourire rare. Si elle devait mourir ici, au moins ce serait sans trahir l'homme qu'elle aimait. Laurent sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Quand Camille ne répondit pas au cinquième appel, elle répondait toujours, même quand elle essayait de garder ses distances, parce que c'était le travail. Il appela Julien. En moins de 10 minutes, Julien avait vérifié les caméras de sécurité du parking et découvrit l'image qui glaça le sang de Laurent. Camille était traînée par deux hommes masqués dans un fourgon noir, puis disparaissait. Laurent resta figé devant l'écran. Et Julien vit alors quelque chose qu'il n'avait jamais vu en 8 ans au service de son patron, la peur. Laurent Delacroix, l'homme qui avait tué sans jamais trembler, qui avait affronté les ennemis les plus dangereux sans ciller, tremblait. Ses poings étaient serrés à s'en faire blanchir les jointures, et ses yeux gris brûlaient d'un feu pour lequel Julien savait que quelqu'un mourait. « Trouvez-la, » dit Laurent d'une voix tremblante, tentant de contenir sa rage. « Retournez toute la région s'il le faut. Je veux savoir où elle est dans l'heure. » Julien hocha la tête et disparut, laissant Laurent seul dans le bureau sombre. Il resta là, les deux mains appuyées sur le bureau, la tête baissée, et pour la première fois de sa vie, il pria. Il ne savait pas à qui il priait. Il avait abandonné toutefois le jour où son père était mort. Mais à cet instant, il était prêt à implorer n'importe qui, pourvu que Camille soit encore en vie. La porte du bureau s'ouvrit alors, et Svetlana entra, le visage toujours aussi froid, avec une lueur de curiosité dans ses yeux bleus glacés. « J'ai entendu dire que votre femme de ménage avait été enlevée, » dit-elle d'un ton parfaitement indifférent. « Pourquoi êtes-vous dans un tel état ? » Ce n'est qu'une employée. Laurent releva la tête et la regarda. Et à cet instant, il n'essaya même plus de faire semblant. « Parce qu'elle n'est pas qu'une employée, » répondit-il d'une voix dure comme l'acier. « C'est la femme que j'aime. » Svetlana resta figée, comme giflée, les yeux écarquillés de stupeur. Mais Laurent n'avait ni le temps ni l'envie d'expliquer. Il passa devant elle comme si elle n'existait pas et sortit, rejoignant Julien qui l'attendait avec les informations tant redoutées. « Adrien, » dit Julien, la voix chargée de fureur. « Votre frère. Il est de retour. Il la retient dans un ancien entrepôt à l'extérieur de la ville.
Nous avons un homme à l'intérieur qui nous a prévenus, dit Julien. Laurent ne répondit pas. Il monta simplement dans la voiture et leur ordonna de s'y rendre immédiatement. 20 minutes plus tard, il se tenait devant les portes de fer de l'entrepôt. Entouré d'une vingtaine d'hommes de la famille Delacroix, lourdement armés, il n'attendit aucun signal. Il défonça les portes d'un coup de pied et se rua à l'intérieur comme un ouragan. Des coups de feu éclatèrent. Les gardes d'Adrien tombèrent les uns après les autres, et Laurent avançait comme un démon sorti de l'enfer, implacable. Il trouva Camille dans une pièce au fond du couloir. Et quand il la vit, son cœur se brisa. Elle était assise sur une chaise, les mains et les pieds ligotés, le visage tuméfié et ensanglanté. Pourtant, ses yeux bruns étaient encore ouverts, encore posés sur lui avec ce qui ressemblait à un soulagement. « Tu m'as trouvé » murmura-t-elle d'une voix rauque. Laurent se précipita vers elle, les mains tremblantes en la détachant. Il voulait dire tant de choses, mais aucun mot ne sortit. Puis une voix retentit derrière eux. « Comme c'est touchant, grand frère !» Adrien se tenait dans l'embrasure de la porte, une arme pointée droit sur Laurent. « Tu sais que, peu importe combien on l'a frappée, elle ne t'a pas trahi. Je dois admettre que tu as trouvé une femme remarquable. Dommage que vous alliez mourir tous les deux ici. » Laurent se releva et se plaça devant Camille, comme un bouclier. « Tu es allé trop loin, Adrien, dit-il d'une voix basse, lourde de tristesse. Nous sommes frères. » « Frères !» ricana Adrien, son rire dément résonnant dans la pièce. « Père ne m'a jamais considéré comme son fils. Et toi, tu ne m'as jamais vu comme ton frère. J'ai toujours été ton ombre, toujours derrière toi, toujours oublié. Maintenant, je vais reprendre tout ce qui m'appartient. » Il leva l'arme, le doigt se crispant sur la détente. Mais il eut une fraction de seconde de retard. Laurent dégaina et tira. La balle traversa la poitrine d'Adrien avant qu'il ne puisse tirer. Il s'effondra, ses yeux gris identiques à ceux de Laurent grands ouverts de stupeur, fixant son frère une dernière fois avant que la lumière ne s'éteigne. Laurent resta immobile devant le corps de son frère. Il ne ressentit aucune victoire. Seulement un vide immense et une douleur sourde. Puis il se tourna vers Camille et la souleva délicatement dans ses bras, la tenant comme la chose la plus précieuse au monde. « Je suis là maintenant » murmura-t-il contre ses cheveux, la voix brisée. « Je suis désolé. Désolé de t'avoir laissé souffrir. Je ne laisserai plus jamais rien de tel arriver. » Camille ne dit rien. Elle enfouit simplement son visage contre sa poitrine. Et pour la première fois, elle s'autorisa à être protégée, à être aimée, à être en sécurité dans les bras de l'homme qu'elle fuyait depuis des jours. Camille se réveilla dans une pièce inconnue. Une lumière douce filtrait à travers des rideaux de soie couleur crème, et il lui fallut quelques secondes pour comprendre qu'elle était allongée sur un immense lit aux draps les plus doux qu'elle ait jamais touchés. Son corps la faisait souffrir partout, ses côtes étaient solidement bandées, son visage encore gonflé, mais elle était en vie, et c'était tout ce qui comptait. Elle tourna la tête et vit Laurent assis sur une chaise près du lit, la tête baissée, sa main serrant la sienne comme s'il craignait qu'elle disparaisse dès qu'il la lâcherait. Elle ne savait pas depuis combien de temps il était là, mais les cernes sous ses yeux et la barbe naissante sur sa mâchoire disaient que cela faisait des jours. Elle bougea légèrement, et Laurent se réveilla aussitôt. Ses yeux gris s'ouvrirent brusquement, puis s'adoucirent en la voyant. « Tu es réveillé » dit-il d'une voix marquée par l'épuisement et l'émotion. « Depuis combien de temps suis-je ici » demanda Camille. « 3 jours, répondit-il. Le médecin a dit que tu avais 2 côtes cassées, un léger traumatisme crânien et de nombreux hématomes, mais tu te remettras complètement. » Il marqua une pause, et Camille vit ses yeux briller. « Je suis désolé. Je n'ai pas su te protéger. »« Ce n'était pas ta faute, » dit-elle doucement. Laurent secoua la tête, puis fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Il tomba à genoux près du lit, prit ses 2 mains et la regarda droit dans les yeux, laissant enfin s'échapper tout ce qu'il retenait depuis si longtemps. « Je t'aime, » dit-il, la voix tremblante. « Je t'aime depuis la première nuit où tu as osé me sourire alors que je pouvais te tuer d'un simple signe de tête. Je t'aimais quand tu racontais un conte à Élise au téléphone à 4 heures du matin. Je t'aimais quand tu as vu ma solitude que personne d'autre n'avait jamais remarquée. Et je ne veux pas te perdre. Je ne peux pas te perdre. » « Et Svetlana » demanda Camille, la voix étranglée. « Le mariage arrangé ? J'ai rompu les fiançailles,
répondit Laurent sans hésiter. Je lui ai dit que je ne pouvais pas épouser quelqu'un que je n'aimais pas alors que mon cœur appartenait déjà à une autre. Elle ne l'a pas bien pris. Mais je m'en moque. Aucun accord politique, aucune alliance, aucun empire n'a plus d'importance que toi. Camille le regarda et, pour la première fois, elle ne fuit pas. Elle ne se retira pas. Elle ne fit pas semblant de ne rien ressentir. Elle leva la main, toucha sa joue, sentit la rugosité de la barbe sous sa paume, et prononça enfin les mots qu'elle gardait en elle depuis si longtemps. Moi aussi, je t'aime. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Laurent se pencha et l'embrassa, doucement, avec précaution, comme s'il avait peur de lui faire mal. Et Camille eut l'impression que toutes les blessures de son corps guérissaient à cet instant. Mais leur bonheur fut de courte durée. Svetlana Orlova n'était pas une femme qui acceptait le rejet. Elle repartit à Paris et raconta à son père que Laurent Delacroix avait humilié leur famille, trahi l'accord entre leur clan et choisi une ancienne femme de ménage plutôt que sa fille. Le chef du réseau russe entra dans une rage noire, et Svetlana utilisa cette colère pour former une alliance avec ce qu'il restait du camp d'Adrien, des hommes avides de vengeance. 3 semaines plus tard, alors que Camille avait suffisamment récupéré pour marcher, elle se trouvait dans le bureau de Laurent, examinant des rapports financiers, lorsqu'elle remarqua ce que les autres avaient manqué, un flux d'argent anormal en provenance de Paris, divisé en petits transferts vers des comptes à Lyon pour éviter toute détection. Camille en parla à Laurent, et Julien confirma le soir même. Svetlana finançait une attaque contre le groupe Delacroix, prévue pour la nuit de Noël, quand tout le monde serait moins vigilant. Laurent n'attendit pas qu'il frappe les premiers. Il mena ses hommes vers l'entrepôt où Svetlana et ses alliés se rassemblaient. Une bataille brutale éclata. Les coups de feu retentirent. Le sang se répandit sur le béton. Dans le chaos, Svetlana tenta de contourner l'arrière. Camille avait suivi Laurent malgré ses ordres, incapable de rester en retrait pendant que l'homme qu'elle aimait affrontait le danger. Elle ne vit pas Svetlana approcher par derrière, une arme à la main. « Meurs !» cria Svetlana, les yeux fous de haine. « Si je ne peux pas la voir, alors toi non plus. » Camille se retourna, vit le canon braqué sur son visage et sut qu'elle allait mourir. Mais avant que Svetlana ne puisse tirer, un coup de feu claqua sur le côté. Elle s'effondra, une balle en pleine poitrine. Laurent se tenait là, la fumée s'élevant encore de son arme, le regard posé sur le corps de Svetlana sans la moindre trace de regret. « Personne ne touche à ce qui m'appartient, dit-il. Il attira Camille contre lui au milieu des décombres et des corps, et elle sut alors qu'il l'avait choisi. Choisi contre tout le reste. Et elle ne le laisserait jamais regretter ce choix. Après cette nuit-là, le groupe Delacroix sortit plus fort que jamais, ses derniers ennemis balayés. Hélène Fournier fut démasquée comme la taupe qui avait transmis des informations à Adrien et paya sa trahison par un bannissement définitif de la région, interdite à vie de tout territoire Delacroix. Laurent décida d'abandonner de nombreuses activités illégales et d'engager la transformation de l'Empire vers quelque chose de plus légitime. Il ne voulait plus que Camille vive dans la peur. Il ne voulait pas que leurs futurs enfants grandissent dans l'ombre comme lui l'avait fait. 1 mois plus tard, Élise subit sa dernière opération cardiaque dans le meilleur hôpital de la région. Cette fois, l'intervention fut un succès total. Le médecin annonça qu'elle pourrait mener une vie normale et en bonne santé. Et quand Camille entendit ces mots, elle pleura comme une enfant dans les bras de Laurent. Tout ce qu'elle avait sacrifié, chaque nuit sans sommeil, chaque douleur endurée, avait enfin trouvé son sens. 3 mois plus tard, Laurent emmena Camille à une adresse familière, dans un quartier populaire où elle avait grandi. Elle se tint devant sa maison d'enfance, l'endroit où son père avait été tué, où sa mère était morte et elle ne la reconnut pas. La maison, autrefois en ruine, avait été entièrement restaurée, un foyer chaleureux, un jardin verdoyant, une clôture blanche digne du conte qu'elle racontait autrefois à Élise. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Camille en pleurant. Laurent ne répondit pas. Il s'agenouilla dans le jardin, là où Camille s'était autrefois assise seule après la mort de son père, et ouvrit une petite boîte révélant une bague en diamant étincelante. « Je veux reconstruire ton rêve à l'endroit même où tu l'as perdu, dit-il, les yeux gris emplis d'amour. Je ne peux pas te promettre une vie parfaite, mais je te promets d'être à tes côtés chaque jour, de me battre pour toi chaque jour, de t'aimer jusqu'à mon dernier souffle. Camille Moreau, veux-tu m'épouser » Camille pleura et rit à la fois, hochant la tête faute de pouvoir trouver les mots. Et quand Laurent glissa la bague à son doigt, elle sut que sa vie venait de changer à jamais.
Le mariage eut lieu dans le jardin de la nouvelle maison. Ce ne fut pas une cérémonie fastueuse avec des centaines d'invités puissants, mais une célébration intime avec ceux qui comptaient vraiment. Élise fut demoiselle d'honneur, rayonnante de santé dans une robe rose pâle. Julien se tint aux côtés de Laurent comme témoin. Et pour la première fois de sa vie, l'homme réputé sans cœur versa des larmes en voyant son patron trouver le bonheur. Camille entra dans la cérémonie dans une simple robe blanche, non pas solennelle, mais presque en dansant, saluant tout le monde, s'arrêtant pour ajuster la cravate d'un enfant. Et lorsqu'elle arriva devant Laurent, il souriait à un sourire que Lyon n'avait jamais vu auparavant. 5 ans plus tard, Camille était assise dans le bureau de la Fondation Seconde Chance, regardant par la fenêtre un groupe d'adolescents apprendre la programmation informatique. La fondation était le rêve commun de Camille et Laurent, offrir aux enfants issus de milieux modestes les opportunités qu'elles n'avaient jamais eues. La porte s'ouvrit, et Laurent entra en portant leur fils de 3 ans, tandis que leur fille de 5 ans courait vers sa mère pour sauter sur ses genoux en disant que papa avait promis une glace aujourd'hui. Ses yeux bruns, identiques à ceux de Camille, brillaient d'excitation. Camille regarda sa petite famille, l'homme qui avait autrefois été le plus craint du milieu criminel lyonnais, désormais occupé à cajoler sa fille et à grimacer pendant que son fils lui tirait les cheveux, et elle sourit. « Tu te souviens de la première fois où nous nous sommes rencontrés ?» demanda-t-elle. « Je pensais que tu allais me tuer. »« Tu as failli, » répondit Laurent en riant. « Mais toi, tu m'as tué d'une autre façon. Tu as détruit la part glacée de moi, et je t'en serai reconnaissant chaque jour. » L'histoire de Camille et Laurent est la preuve d'une vérité simple mais profonde, le talent peut se cacher partout, l'amour peut éclore dans les endroits les plus inattendus, et une vie peut basculer en un instant si l'on a le courage de saisir sa chance. Camille était autrefois invisible, mais elle a refusé de laisser les circonstances la définir. Et Laurent était un roi solitaire, jusqu'à ce qu'il comprenne que la véritable force ne naît pas de la peur, mais de l'amour. Chers amis, merci d'être restés jusqu'au bout de cette histoire. Comment le parcours de Camille et Laurent vous a-t-il fait sentir? A-t-il fait écho à quelque chose dans votre propre vie? N'hésitez pas à partager ce que vous avez sur le cœur. Nous serions ravis de vous lire. Nous vous souhaitons santé, joie et paix au quotidien. À très bientôt.